Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Aucun film n'est sans qualité, aucun film n'est sans défaut. Certes, il y a les chefs-d'œuvre et les sinistres daubes, mais même dans ton appréciation d'un film, c'est toujours en niveau de gris, jamais tout noir, jamais tout blanc. Certains films sont très bons, mais une mauvaise fin les plombe totalement. Certains films sont très mauvais, à l'exception de l'écriture d'un personnage qui les rend regardables. Et parfois, certains films sont juste pas bons, mais il y a une scène, une seule scène, qui se dit « Hé, peut-être j'ai pas envie d'être de la merde, moi ?» Alors je me suis fixé une petite règle, c'est pas moi qui décide ce qu'est un mauvais film, c'est le site d'agglomération de critiques Rotten Tomatoes. Si un film a 50% de recommandations sur Rotten Tomatoes ou moins, je considère que c'est un mauvais film. Cela étant dit, allons-y pour les 20 bonnes scènes perdues dans un mauvais film. I did not. Oh, hi Mark. Ghost Rider n'est pas le film qu'il aurait pu être, Nicolas Cage ayant décidé qu'il garderait son facteur au minimum. Le film est donc globalement chiant, le méchant oubliable, les enjeux pas clairs, mais il y a cette scène où le fossoyeur qui aide le personnage principal se révèle être un ancien Ghost Rider lui-même, lui et sa monture, et les deux riders de deux époques différentes chevauchent ensemble vers leur destin, et ça, c'est un beau visuel. Il se découvre d'ailleurs le pouvoir de cramer les iguanes. Spécifiquement les iguanes. Est-ce que Batman peut faire cramer des iguanes? Je ne crois pas. I did not. Oh, hi Mark. X-Men Days of Future Past ayant été salué par la critique et le public, je ne peux pas en dire du mal pour en dire du bien dans cette vidéo, mais ce n'est pas le cas de X-Men Apocalypse qui a été un caca. Mais ce film, comme son prédécesseur, dispose d'une scène qui trouvera toujours grâce à mes yeux, la scène avec Vif Argent. Le mutant super rapide sauve presque tous les pensionnaires de l'école Xavier pour jeunes surdoués pendant une explosion sur Sweet Dreams de Rhythmix, tout en prenant le temps de faire le mariole. Évidemment, la question que ça pose, c'est si t'as un allié qui est plus rapide qu'une explosion, pourquoi il ne fait pas tout, mais c'est pas le seul souci de cohérence du film. I did not. Oh, hi Mark. Au royaume des nanars, il y aura toujours une place pour les adaptations cinématographiques de jeux vidéo des années 90. La plupart entrent dans cette catégorie spéciale de films si mauvais qu'ils en deviennent bons. Mais dans ce très mauvais film qu'est Street Fighter, il y a une très bonne réplique. C'est la seule bonne réplique, c'est la seule bonne chose dans ce film. Chun-Li décrit à M. Bison comment il a fait assassiner son père et détruit son village, ce à quoi Bison rétorque « Je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Le jour où Bison a honoré votre village était sans conteste le jour le plus important de votre vie, mais pour moi, c'était un jeudi. » Cette réplique est tellement glorieuse que je suis sûr qu'elle a inspiré une certaine réplique de Thanos dans Endgame. I did not. Oh, hi Mark. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la saga Sharknado, ce sont des films débiles dans lesquels une famille recomposée doit affronter des tornades qui transportent des requins en les faisant exploser. Les tornades, pas les requins. C'est encore plus con que ça en a l'air. Mais les 3 premiers films font partie de mes petits plaisirs coupables, en grande partie grâce à la surenchère de ridicule qui culmine donc à la fin du 3e volet, où le personnage principal doit affronter des requins dans l'espace avec une tronçonneuse laser. Sa compagne, très mal interprétée par Tara Reid, s'inquiète à voix haute. Mais comment peuvent-ils survivre dans l'espace? Ce à quoi Finn répond, comment ils pourraient survivre dans une tornade? Ce moment où le film, tout à fait conscient de lui-même, se demande s'il n'est pas en train de devenir beaucoup trop débile et que fièrement il se répond à lui-même « Si, complètement ». C'est grandiose. I did not. Oh, hi Mark. Le film Power Rangers de 2017 est à la limite de mon critère de qualité, puisqu'il atteint la note de 50 sur Rotten Tomatoes. Et tant mieux parce que je ne l'ai pas détesté. Et il y a même une scène que j'ai trouvée très bonne dans ce film. Condamnés à coexister malgré leurs différences, les adolescents destinés à devenir les Power Rangers ne s'apprécient pas. Ils n'arrivent pas à se transformer en Rangers parce qu'ils ne sentent aucun lien entre eux. Pire, leur chef Zordon les a manipulés pour servir ses propres intérêts et ils viennent de l'apprendre. Et plutôt que de laisser tomber, ils se réunissent autour d'un feu de camp et parlent à cœur ouvert, de ce qui leur fait peur, de ce dont ils ont honte, ce qui fait d'eux qui ils sont. Et d'un coup, toute la fin avec les ordres, tout ça, tout ce qui devait s'adresser à l'enfant en nous, semblait être un pas en arrière, parce que la scène du feu de camp ne s'adressait plus seulement à l'enfant en nous. I did not. Oh, hi Mark. Les avis divergent à ce sujet, je le sais bien, mais je maintiens que dans le film Doom avec Rock the Dwayne Johnson, la scène en vue subjective est ce qu'il y a de meilleur. Certes, elle nous sort du film tant elle est particulière, certes c'est un plan de jeu vidéo, pas un plan de cinéma, mais certes aussi c'est le seul moment où il y a une idée de mise en scène dans ce film. Alors bonne ou mauvaise, je salue sa seule existence. I did not. Oh, hi Mark. Vous allez peut-être être surpris d'entendre parler de Batman et Robin dans ce top parce qu'a priori, il n'y a rien de non ironiquement bon dans ce film. Risée éternelle d'Internet. Non, il n'y a rien de bon dans ce film, mais il y a une scène qui est moins mauvaise. Un dialogue entre Alfred et Bruce, très sérieux, sur ce qu'a représenté la mort de ses parents sur lui, et sur le fait que, même s'il veut guérir Alfred, nul ne peut dompter la mort.
Alors, George Clooney est autant en roue libre que dans le reste du film, mais ça reste un échange très touchant entre les deux personnages. I did not. Oh, hi, Mark. Vous avez sans doute tous oublié Jeanne d'Arc de Luc Besson, et je ne peux pas vraiment vous en vouloir, le film est un gros bordel, surtout chiant en fait, mais il y a une scène qui se démarque un peu et qui est la seule scène dont je me souvienne dans le film pour être honnête. Dustin Hoffman apparaît à Jeanne, jouée par Mila Jovovich, et lui demande pourquoi elle croit que Dieu l'a choisie. Elle énumère les éléments et notamment qu'elle a trouvé une épée dans un champ. Hoffman lui fait la liste de plusieurs façons dont l'épée a pu se retrouver dans ce champ, et met l'accent sur le fait que l'explication qui lui soit apparue comme la plus évidente soit l'intervention divine. Ça l'a fait un peu passer pour une tarée. Bon, je doute que c'en était le but, mais là encore, je pense que j'ai pas compris le but du film. I did not. Oh, hi, Mark. On l'aura attendu, notre bonne adaptation du Punisher, mais avant la série Netflix, il y a notamment eu ce film. Est-il mauvais ? Oui. Mais il y a donc cette scène avec le Russe, interprété par le catcheur Kevin Nash, honorant la longue et merveilleuse tradition des caméos de catcheurs jouant des hommes de main ou des gardes du corps très musclés que le personnage principal parvient à vaincre non sans difficulté dans des films tout au plus corrects. C'est une tradition très précise. Le combat entre Frank Castle et donc le Russe est une scène très sympa où j'imagine que le script de Nash devait se limiter à imite un ours et qui nous rappelle qu'en Russie soviétique, c'est Charlie qui te trouve. I did not. Oh, hi, Mark. Superman 1 était très bien, Superman 2 encore mieux, mais Superman 3 tout caca. Le réalisateur Richard Lester a cru que c'était une bonne idée d'avoir l'humoriste Richard Pryor en quasi roue libre dans le film. Je sais pas, imaginez un film de super-héros avec un Franck Dubosc, un Danny Boone ou un Gad Elmaleh faire des blagues de son spectacle pendant tout le film. Bien que je sois sûr qu'avec Gad Elmaleh ce serait très drôle parce que Gad Elmaleh est une personne formidable, pitié ne m'attaquez pas en justice, j'ai pas les moyens. Mais, dans un éclair d'inspiration, Lester nous a aussi proposé une scène très bien pensée. Superman devient paresseux et laxiste suite à son exposition à de la kryptonite, mais pour le rappeler à l'ordre, une matérialisation de Clark Kent apparaît, les deux entités s'affrontent et Clark l'emporte, redevenant le bon Superman. Soyons clairs, la scène n'a aucun sens, mais le reste du film est tellement pauvre et les deux performances de Christopher Reeves tellement bonnes, ça fonctionne fort. I did not. Oh, hi, Mark. On ne va pas s'étendre sur la qualité de Justice League, on peut juste se dire, au moins, c'est pas Suicide Squad. Il y a cependant une scène que j'ai trouvée géniale. Bon, en fait, c'est pas tant une scène, c'est deux plans. Superman est ressuscité et il est vraiment très en colère. Il affronte Aquaman, Cyborg, Wonder Woman et Batman. Mais Flash se dit « LOL, je vais le prendre de vitesse, il va rien voir venir !» Et là, ce plan arrive. Superman parvient à suivre Flash des yeux. Et contre-champ, Flash se rend compte qu'il vient de faire une énorme connerie. Et bien sûr, là tu te dis, si Superman est capable de bouger aussi vite que Flash, pourquoi il se bat à vitesse normale contre les autres ? Mais oublions la logique pour juste kiffer ces deux plans-là, voulez-vous ? I did not. Oh, hi, Mark. Je suis un grand amateur de la saga Scream, mais même moi je dois reconnaître que le troisième opus en est le maillon faible. Il ne fait plus ou moins que répéter ce que les deux premiers films faisaient mieux que lui, mais je pourrais jamais dire du mal du caméo de Carrie Fisher dans ce film. Les protagonistes veulent des informations pour leur enquête, et vont voir une archiviste interprétée par Fisher. Quand on lui demande si elle est la fameuse actrice, elle répond que non, mais qu'on lui a demandé ça toute sa vie. Et de préciser, vous savez, j'avais auditionné pour la princesse Leia. Mais qui a eu le rôle ? Celle qui se tapait George Lucas. Un petit shot gratuit d'autodérision. I did not. Oh, hi, Mark. Jusque-là, je vous ai surtout parlé de scènes qui étaient bonnes parce qu'elles semblaient hors du film. Cette scène s'inscrit totalement dans le film. Godzilla, 1998. C'est un mauvais film, moi et Roland Rivers on est d'accord là-dessus, mais ils ont utilisé une scène pour le trailer de loin la meilleure du film. Joe le pêcheur va pêcher, mais pas de bol, sa canne se fait aspirer par un truc dans l'eau. Deux monticules apparaissent alors, puis une immense vague au rythme constant qui vient éclater les planches du ponton sur lequel Joe le pêcheur se trouvait. Et là, ta hype est au maximum. Et une grosse patoune très mal faite s'écrase sur une rue et ta hype redescend au niveau adéquat pour le film. I did not. Oh, hi, Mark. X-Men Origins Wolverine est une daube, j'en ai déjà parlé, mais je ne vous ai jamais dit que je trouvais le générique très bien fait. Il nous montre Logan et son frère Victor, atteint de la même mutation qui les rend plus ou moins immortels, se battre côte à côte et mourir entre guillemets côte à côte durant plusieurs guerres comme la guerre de sécession, les deux guerres mondiales et le Vietnam. Qu'est-ce que deux Canadiens foutaient dans la guerre de sécession et la guerre du Vietnam ? Si tu te poses ce genre de questions, tu te trompes de film. I did not. Oh, hi, Mark. Il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose, cher père. Pokémon le film était un mauvais film. On l'a tous kiffé, mais on avait 10 ans. En revanche, il y a une scène qui fonctionne à chaque fois, c'est quand le Pikachu cloné par Mewtwo s'en prend au Pikachu de Sacha, et que ce dernier ne rend pas les coups.
Le Pika-clone est un outil, il fait ce pourquoi il a été programmé, même si ça le fait pleurer. Mais Pikachu est un être de conscience et il reste stoïque, au point que quand son adversaire s'écroule de fatigue, il le prend dans ses bras. Pikachu est amour. Bon, et après ils oublient tout et ils retournent se battre parce que tout le concept de Pokémon c'est les collectionner et les faire se péter la gueule, donc ouais, c'était difficile à concilier. I did not. Oh, hi, Mark. Si tu as aimé Venom, tant mieux pour toi. J'ai pensé que c'était une monumentale daube, mais une monumentale daube avec peut-être le meilleur acteur de cette génération dedans, Tom Hardy. Tu sens que le gars s'est donné à 100% dans ce rôle, comme dans tous ses rôles d'ailleurs. Et la meilleure scène du film est une improvisation de Tom Hardy. Eddie Brock, fiévreux de sa symbiose avec Venom, entre dans un resto avec un aquarium, et il plonge dans l'aquarium. Et dévore impulsivement une langouste pour assouvir la faim du symbiote de viande vivante. Brillant, ingénieux, cohérent, tout ce que le reste du film n'est pas finalement. I did not. Oh, hi, Mark. C'est la deuxième fois qu'on va parler du DCEU. Je suis désolé, je vous parlerai bien du MCU, mais aucun de ces films n'a 50% au moins sur Marvel. En l'occurrence, Batman v Superman fut raté. Mais comme toujours, un acteur surplombe la masse, Ben Affleck dans le rôle de Batman. Et une scène met en valeur le personnage, l'assaut sur l'entrepôt pour sauver la mère de Superman. La séquence de combat a été souvent comparée à celle des jeux vidéo Arkham pour sa fluidité et la brutalité de ses impacts, et non seulement c'est un beau compliment, mais en plus c'est un beau compliment que la scène n'a pas volé. I did not. Oh, hi, Mark. Jurassic World Fallen Kingdom est un très mauvais film que j'ai beaucoup aimé pour quelque chose d'assez ironique, il fonctionne à l'envers du cinéma contemporain. Un nombre effarant de films d'aujourd'hui sont des films à scénario. Aucun travail ou presque n'est dédié au cadre, à la lumière, à la musique, aux costumes, au jeu des acteurs. Tout n'est fait que pour porter le scénario. Si le scénario est bien, le film est bien. Point. Fallen Kingdom est un film d'image. Le scénario est complètement débile et tient pas la route une seule seconde, mais le réalisateur s'est dit « Vous savez quoi ? Je vais faire un très beau film débile. » Et il y a un plan qui m'a donné la chair de poule au cinéma. Isla Nublar est ensevelie dès le début du film sous une éruption volcanique et nos protagonistes parviennent à s'en échapper de justesse, jetant un dernier coup d'œil derrière eux pour voir la silhouette dessinée par les flammes d'un brachiosaure, le premier dinosaure que les personnages du premier volet ont vu sur l'île, disparaître dans les cendres du volcan. Cette scène est un coup de poing dans le ventre au niveau des émotions. Et cette scène-là, par contre, c'est une claque dans la gueule au niveau de l'intelligence. I did not. Oh, hi, Mark. De toute façon, tout le monde déteste les films d'horreur. Genre, j'aurais pu vous parler des dizaines de films d'horreur que j'aime bien, ils sont tous mal notés. Mais je vais vous parler de Jason X, parce qu'il y a une scène que je trouve très drôle. Dans ce film, qui se passe en 2245, Jason est dans un vaisseau spatial. Attends, restez avec moi. Le film joue clairement sur cet aspect futuriste. Jason tue quelqu'un avec de l'azote liquide, il reçoit une mise à jour lorsqu'il est démembré, et puis donc il y a cette fameuse scène. Jason se rapproche des derniers survivants du vaisseau, et ces derniers créent un hologramme qui renvoie Jason à Crystal Lake. D'abord, ça marche, mais Jason repère la machination, alors l'équipage code en urgence des victimes type de Jason, de jeunes femmes peu habillées qui lui proposent, je cite, de la bière, un pétard ou du sexe prémarital. Il paraît que le directeur de casting et le réalisateur ne voulaient pas faire cette scène parce qu'ils estimaient que c'était un prétexte pour avoir de la nudité gratuite dans le film et que la seule façon pour qu'elle fonctionne était de la rendre la plus débile possible. Excellente idée et mission accomplie. I did not. Oh, hi, Mark. Les Chroniques de Riddick est un film laborieux, mais le meurtre par tasse de thé et la menace par épingle de couverte de boîte de sardines est une valeur sûre. Si la fin du premier Saw ne vous a pas convaincu, la fin de Saw 2 est d'après moi un net meilleur retournement de situation. La situation est nettement mieux retournée si vous voulez. Alien vs Predator est le rendez-vous manqué d'une génération, mais il y a une scène qui fonctionne sans surprise, la scène où un alien et un Predator s'affrontent. Si vous pensez que le premier film Resident Evil est bon, c'est parce que vous n'avez retenu qu'une seule scène qui est effectivement bonne, la première scène avec les lasers. Ghost Ship est le film d'horreur le plus fade de l'histoire, et c'est vraiment dommage avec une scène d'ouverture comme la sienne. I did not. Oh, hi, Mark. Faut qu'on parle de Matrix. Je sais, je me doute, vous n'avez pas beaucoup aimé Matrix Reloaded et vous n'avez pas du tout aimé Matrix Revolution, mais la scène de la bataille finale, la fin de cette bataille plutôt devrais-je dire, entre l'agent Smith et Neo, renferme tellement de choses que c'est criminel qu'elle soit noyée sous les défauts bien réels du dernier volet de la trilogie. Je vous redonne le contexte. À la fin de Matrix Reloaded, l'architecte apprend à Neo qu'il est dans la 6e version de la Matrice et que tous les autres élus avant lui ont eu à faire un choix. Tenter de sauver Trinity et ainsi condamner l'humanité, ou retourner à la source pour rebooter la matrice. Neo, contrairement à ses prédécesseurs, condamne l'humanité pour sauver Trinity. Et là, les ordis sont un peu paumés, parce que c'est pas logique. Il est pas censé faire ça. Parce que les programmes ne comprennent pas l'amour, et surtout les programmes ne comprennent pas le choix.
Du coup, Smith, le programme censé éliminer l'erreur systémique, Neo, devient fou et contamine absolument tous les êtres humains et les programmes dans la matrice afin de retrouver et tuer l'élu. Neo propose alors aux machines du monde réel un marché. Il arrête Smith et les machines laissent les humains de Zion en paix. Le marché est entendu et Neo et Smith se battent, mais le héros n'a aucune chance. L'oracle, s'exprimant à travers l'agent Smith, rappelle à l'élu que tout ce qui a un début a une fin et Neo comprend alors que sa seule façon de gagner est de se sacrifier. Parce qu'une fois que Smith aura tué Neo, il n'aura alors plus d'objectif et sera donc réinitialisé. Smith disparaît, Zion est sauvé et Neo retourne à la source pour rebooter la matrice, ce qui fait que les machines comprennent un peu mieux l'amour. Neo a gagné en arrêtant de se battre. Neo et Pikachu. Merci à tous d'avoir suivi cette parenthèse, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ce format d'émission étant très populaire, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Links the Sun en cliquant sur le lien à droite et à Links Off pour ne rien rater de mon contenu sur le lien à gauche. Vous pouvez trouver la playlist des parenthèses en bas à gauche et n'oubliez pas d'interagir avec la vidéo, un commentaire pour partager ce que tu estimes être une bonne scène dans un mauvais film, un pouce bleu ou gris comme tu veux, pour satisfaire mon seul patron, l'algorithme de YouTube. Bonne fin de journée à tous et je referme la parenthèse.